toutes émotions de laisser mes archives. Parce que c'est un moment spécial. Vous videz, 20 ans après votre retraite, vous videz vos casiers et vous donnez. Le fond, Gisèle Barret, c'est un pari. Ça me rassure, moi vivante, que voilà, c'est pas jeté aux ordures, à la poubelle, à la décharge. Je l'ai mis quelque part où ça risque d'être valorisé. Et c'est pour ça que je crée ces fonds et que tant que je suis vivante, je les alimente. Peut-être quelqu'un va s'intéresser, va faire quelque chose avec. C'est le pari. Il faut parier. C'est la seule façon. Une hypothèse. Je vais juste peut-être utiliser le micro, même si l'acoustique est remarquable ici. Donc, en tant que président de l'université, je vais juste simplement dire quelques mots d'introduction. D'abord pour dire voilà, notre bonheur et notre émotion d'être avec vous, chère Gisèle Barret, ici, dans cette magnifique salle de spectacle qui rend hommage aussi, évidemment, à toutes les activités autour du théâtre, au cœur du théâtre, aux collègues, bien sûr, de l'Institut d'études théâtrales qui sont ici présentes, mais à l'ensemble des personnes présentes, évidemment. Le théâtre est au cœur de l'identité, de la vie de l'université Sorbonne Nouvelle, que ce soit sur le plan de la pédagogie, et je sais que vous y êtes tellement sensible, sur le plan de la recherche, bien sûr, sur le plan de la vie culturelle, des événements, et nous sommes extrêmement heureux. C'est aussi un honneur de vous recevoir dans ce très bel équipement, flambant neuf, quasiment, flambant neuf. Je ne vais pas ici retracer tout votre parcours, je ne veux pas être trop long, et il est tellement riche que ça prendrait énormément de temps. Et ce film, pour lequel je remercie beaucoup Céline Hersan, comme pour beaucoup d'autres choses, le retraçait de façon extrêmement vivante et émouvante, évoquant aussi la mémoire de vos amis, de vos proches, que nous associons bien évidemment à cet hommage. Et puis, votre parcours, votre trajectoire extrêmement riche, extrêmement multinationale, multiculturelle, et autour d'une passion qui est le théâtre, bien sûr, et la pédagogie en particulier, le théâtre-éducation. Les deux ensemble. Théâtre-éducation. Je crois que nous avons eu un long entretien il y a quelques mois de cela, et c'est bien ce que vous m'avez expliqué, pour moi qui ne suis pas du tout spécialiste de ces questions. Je ne vais pas faire semblant de l'être, mais c'était absolument passionnant, vraiment. Et donc ce parcours, il est intimement lié évidemment à l'université Sorbonne Nouvelle, pas seulement à la Sorbonne Nouvelle, mais notamment et tout particulièrement à la Sorbonne Nouvelle. Votre parcours, votre pensée, votre œuvre, votre action. Et donc nous sommes extrêmement heureux de pouvoir vous rendre hommage, et de rendre hommage aussi, bien sûr, à votre générosité, puisque vous avez accepté à la fois d'opérer un acte de mécénat extrêmement généreux pour notre université, pour financer tout un ensemble de projets autour du théâtre-éducation, pour renforcer notre vocation de pôle majeur d'enseignement, de recherche et de vie collective dans ce domaine-là. Parce que le don, effectivement, de vos archives multiformes, de ces objets merveilleux, et je sais que c'est aussi un domaine qui vous intéresse tant, vous avez écrit là-dessus, de l'ensemble des fonds que vous avez, qui vient enrichir, évidemment, la Théâtrothèque Gaston Batty, qui est au cœur aussi, évidemment, de notre identité intellectuelle et culturelle. Tout ceci est un don d'une générosité exceptionnelle qui nous émeut profondément, toute la communauté de la Sorbonne Nouvelle, et vraiment, je veux vous en remercier très, très chaleureusement. Au nom de toute la communauté, évidemment, enseignante et culturelle, au nom, bien sûr, des étudiantes et étudiants de la Sorbonne Nouvelle, puisqu'ils sont au cœur, je le sais, de vos préoccupations, au cœur de votre œuvre et... Pardon ? Et de votre vie, oui, voilà, vie, œuvre, action. Et je sais ils sont extrêmement heureux dans les magnifiques équipements qu'on a ici, à la Théâtrothèque, dans ces nouveaux locaux, sa nouvelle implantation. Et évidemment, ces dons multiples que vous faites sont une contribution majeure et seront gravés au cœur voilà, de notre campus et de notre université. Donc voilà, je voulais vous dire vraiment, en tant que président de l'université, je ne serai pas plus long, je ne veux pas être bavard. Vraiment, l'expression de notre gratitude extrêmement profonde, et que vous êtes au cœur, à tous les sens du terme, de la Sorbonne Nouvelle, chère Gisèle Barret. Un très grand merci. Président, on va faire un peu de théâtralité. Allez, on est sur un théâtre. Il y a tellement longtemps que je ne me suis pas retrouvée sur une scène. Je suis vraiment très, très émue. Oui. D'abord, vous savez, la gratitude, c'est fondamental. Je crois que
quand il n'y aura plus du tout de devoir à rendre, il en restera toujours un. C'était Elie Wiesel qui disait ça, je me souviens très très bien. Il en restera toujours un, celui de la gratitude. Alors, ma gratitude, c'est mon alma mater de formation, et je ne peux pas ne pas être envers elle, ne pas avoir cette gratitude, parce que ça m'a ouvert tant de portes. À l'étranger, en France évidemment, à l'étranger et au Québec, où j'ai fait quand même ma carrière. C'est mon autre alma mater de carrière, si vous voulez, mais c'est ça. Et pour vous la démontrer concrètement, alors je vais vous remettre un chèque. Ah. Je pose ça. Ça voilà. Regardez, c'est magnifique. 2. Oh, hein. Merci beaucoup. Je vous avoue que j'ai tant de gris sur moi que le rouge me manquait. C'est parfaitement assorti. Un grand merci, chère Gisèle, vraiment. Merci beaucoup. Et pour cette générosité, et encore une fois, pour tout ce que ça va permettre de faire pour toute notre communauté étudiante et enseignante. Merci. Il faut que je vous dise, Ouais. L'université française ne connaît rien au mécénat. Malheureusement. On en parlait avec tous les domaines. Prenez tous les domaines, ils ont tous des mécènes. Absolument. C'est facile. Alors, on a fait appel aux uns aux autres et tout ça. L'université, ils n'ont pas besoin d'argent. Il n'y a pas de mécénat. Et moi, je veux qu'il y ait un mécénat à Paris 3. Eh bien. Et j'ai commencé déjà, oui. N'est-ce pas? Je vais continuer parce qu'on ne peut rien faire sans argent. Vous savez ça? Rien. Rien du tout. Alors, si vous avez seulement les subsides du gouvernement, j'ose pas dire. Je ne commenterai pas. Tout ceci est enregistré. Les étudiants en gêne ont quelques sous avec leur bourse. C'est jamais suffisant, hein, vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce qu'on fait avec les bourses? Rien. Alors, vous voulez faire des choses? Demandez. Mais c'est non. Des mécènes. Absolument. Il faut des mécènes. Alors, si je peux me permettre, puisque nous sommes dans un dialogue improvisé, je suis tout à fait d'accord avec vous, cher Gisèle Barré. C'est un acte fondateur que vous avez posé là, et depuis 2022, et j'en profite pour remercier aussi mon prédécesseur Jamil Daklia, bien sûr, qui avait initié cette démarche aussi avec Daniel Urrutia-Goer et l'ensemble des membres de la précédente équipe présidentielle. Cette démarche que vous avez lancée, que nous poursuivons aujourd'hui, donc nous vous associons bien sûr à ce moment de grand bonheur, mais merci de montrer le chemin, parce qu'effectivement, c'est un chemin qu'on va suivre, je vous le confirme. Ça suppose beaucoup de travail, mais nous sommes déterminés. J'en suis heureuse. Et je vous remercie. Cher Pierre. Merci beaucoup, Daniel. Non, je voudrais juste dire deux petits mots aussi, très très rapides. La première, c'est que je voulais te dire une chose un peu personnalo-professionnelle, si je puis dire. Tu fais partie, Gisèle, des personnes qui m'ont réconcilié avec moi-même. C'est-à-dire, j'étais, il y a 40 ans, jeune prof et en même temps amoureux de théâtre. Et je voudrais vraiment t'associer à tout un ensemble de personnes qui ont été précieuses et où tu as été centrale. Je me souviens bien de Richard, je me souviens bien de Jean-Gabriel, je me souviens, et il est toujours là, évidemment, de Jean-Pierre, de Daniel Lemayeux, enfin de toute une chaîne de personnes qui ont posé cette maison de théâtre-éducation à la Sorbonne Nouvelle, et ça a été tellement précieux. On a essayé un certain nombre à faire partie des séminaires, à vous écouter, à apprendre, à vous lire, etc. Et moi, ça compte énormément aujourd'hui dans ma façon de transmettre, de penser le théâtre, de penser le partage, de penser, comme tu le dis, voilà, la reconnaissance. Enfin, c'est très, très précieux. Voilà. Je voulais vraiment te le dire aussi, cette espèce de fil comme ça, invisible, depuis tout ce que tu as fait, tu as été ici, tu es encore, enfin, tu vois, jusqu'à le partage que ceux qui sont ici dans la maison tentent d'installer. Je pense beaucoup, évidemment, à Marco. Voilà, c'est très, très précieux. Voilà, donc c'est juste ça. J'en dis pas plus. Je pense que la soirée va nous permettre de partager, de bavarder, etc. Donc, un grand merci à toi aussi, évidemment, de la part de l'Institut d'études théâtrales. Et
puis, voilà, c'est important la dimension archive. On répète beaucoup et beaucoup et beaucoup, et je suis l'un des premiers, évidemment, à devoir le dire, vu ma fonction, que ce département, enfin, ou cet institut tient sur ses 4 pieds, c'est-à-dire ses cours, ses ateliers de pratique, sa dimension recherche et sa théâtrothèque. Voilà. Et évidemment, d'une certaine façon, toute la veine, si je puis dire, de théâtre-éducation est un peu à l'interface entre ces 4 pôles, si je puis dire. Et ça, c'est vraiment précieux. Voilà. Donc un grand merci. Merci, cher Pierre. Et bienvenue. Alors, dernier mot de ma part. Nous n'avons pas du tout respecté le déroulé, mais c'est parfait. Je trouve que c'est tout à fait cohérent et avec l'esprit de ce moment. Donc, nous devions d'abord prendre des paroles, ensuite montrer l'échec, mais c'est déjà fait. Donc, et les fleurs. Donc voilà, tout est joyeux et je vous vois un grand merci. Je voudrais aussi Kira, tu veux peut-être. Oui, associer voilà Kira Kitsopanidou, voilà. J'allais le dire, directrice de l'UFR Arts et Médias. Et l'ensemble des équipes de l'Institut Études Théâtrales, l'équipe administrative aussi également, dont on connaît l'engagement extrêmement fort avec les collègues et les étudiantes et étudiants. Chère Kira, oui, voilà. Donc comme on a un peu bouleversé le déroulé, pardon, mais si tu veux nous dire un mot. Oui, ça va être très bref. Merci pour ces belles paroles et surtout pour votre présence aujourd'hui, parce que ça matérialise l'un de mes vœux le plus cher. Celui de voir des alumni de la Sorbonne Nouvelle revenir et partager avec autant de générosité et de plaisir et de sincérité ce moment avec nous. Donc j'espère que ça va donner d'autres suites. J'espère que vous viendrez nous voir très fréquemment. Et à travers ces archives, vous faites vivre aussi la théâtrothèque Gaston Batty, qui est notre joyau au sein de l'UFR Arts et Médias. J'espère qu'on aura d'autres occasions. Et je me tourne aussi vers la présidence pour demander tout son soutien afin que la théâtrothèque puisse aussi bénéficier des locaux où ces archives pourront être consultées par notamment de très nombreux professionnels qui sont à la demande justement d'être en contact avec nous, avec tout ce qu'on organise. Donc tout dépend aussi de ce projet-là et surtout Absolument. La belle énergie que Céline Hersan met pour faire vivre cet outil. Et bien sûr aux mécènes et à vous, sincèrement, de toujours vous souvenir de la Sorbonne Nouvelle, la théâtrothèque et aussi l'UFR Arts et Médias. Un grand merci, je suis très émue aujourd'hui de vous retrouver. On s'est vu l'année dernière autour d'un gros pot, c'était le tout début d'une très belle aventure que j'espère on va pouvoir poursuivre à côté des Daniel. Merci à vous. Merci, chère Kira, et merci beaucoup. Et comme tu m'as posé la question, je le redis et je le confirme, vous avez évidemment tout le soutien. La présidence apportera bien évidemment tout son soutien pour trouver les locaux adaptés, pour mettre en valeur ce fonds exceptionnel. Vous pouvez compter sur mon entière détermination. Je suis très heureuse de ça, parce que, Monsieur le Président, vous savez, théâtre-éducation, voilà, pardon. C'est un champ croisé, comme on l'a dit. Et moi, pendant des années, je ne sais pas, depuis 50 ans, j'ai vécu les gens qui étaient en théâtre-éducation, qui étaient entre deux chaises, ne sachant pas exactement sur quelle chaise s'appuyer, et devant à chaque fois se dire, est-ce que je suis une artiste, est-ce que je suis un enseignant, est-ce que je suis un pédagogue, et je ne veux plus de ça. Non, je veux que ce soit un champ croisé, un champ entier, et que les gens se sentent à l'aise là-dedans, qu'il n'ait pas toujours l'obligation de se définir et qu'il y ait tous les dosages de théâtre et d'éducation. Voilà, c'est ça mon souhait. Eh bien, nous vous remercions. C'est un message que nous entendons avec beaucoup de force. Je vais maintenant vous laisser poursuivre la soirée. Et une dernière fois encore, un très très grand merci, chère Gisèle Barré. Bonne suite de soirée. Donc, vous enchaînez, il me semble. Je vous laisse. Qui prend le relais? Merci beaucoup. Rebonjour Gisèle. Voilà, c'est un peu fort. Ravi de te voir. Bon, tout à l'heure, je préparais ce petit moment et je me suis dit qu'on se connaissait depuis presque 50 ans. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir se raconter? Rassure-moi, rassurez-vous. Je vais être bref quand même. Donc, ta générosité ne m'étonne pas vraiment parce que quand je dis nous, c'est Richard Monod, un certain nombre de gens qui étaient à Paris 3 autrefois. Tu nous as beaucoup accueillis à Montréal, dans ton université et chez toi, même quand nous avions des débats. Mais l'université fonctionne aussi, sans doute, Dieu merci, j'espère, sur ces débats, sur ces échanges.
sur ces convergences et divergences. Alors, on m'a demandé de faire un petit point historique, mais ça a été fait admirablement par le film. Alors, je vais essayer de faire un peu de m'adapter à la situation nouvelle. Pédagogie de la situation, comme tu dirais. Gisèle, vous avez vu ça tout à l'heure rapidement, elle est allée de la Sorbonne Nouvelle à la Sorbonne Nouvelle, puisqu'elle a fait une première thèse en 67, puis une thèse d'État en 87, toujours avec Jacques Scherrer. Et après être partie plus de 30 ans, je pense, à l'Université de Montréal, elle est revenue enseigner à la Sorbonne Nouvelle. Alors, elle est bien connue dans les milieux de théâtre-éducation pour avoir inventé l'expression dramatique et la pédagogie de la situation, enfin, et ces choses-là. Richard Monod avait fondé à Paris 3 un groupe de recherche qui s'appelait Jeux dramatiques et pédagogie. Et quand jeune assistant, je suis arrivé, je travaillais avec Richard. Et après, on s'est rencontrés et on a pas mal débattu dans toutes sortes de colloques, lieux d'ateliers, lieux de rencontres. Et c'était toujours vif et joyeux. ce qui est une façon pour moi de te caractériser. Tu étais la femme aux magnifiques cheveux noirs. Je suis mal placé pour parler de cheveux, mais je m'en mêle quand même. Tu as de magnifiques cheveux blancs. Et vraiment magnifique. Richard Monod, enfin, en travaillant un peu sur ces questions-là, j'ai pas pu ne pas songer à Richard Monod, à Pierre Volz et à tous ceux avec qui on a bossé ici, quoi. Ça réveille forcément des tas de choses. Je me souviens surtout de grandes rencontres et de grands colloques au Portugal. On a beaucoup œuvré juste après la Révolution pour relancer théâtre-éducation là-bas. Voilà, je crois que c'est ces souvenirs-là, les souvenirs des ateliers. Alors, ça a été aussi une époque bénie parce que on allait quand même dans les ateliers les uns des autres à Montréal. Donc, au lieu de dire mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire ou qu'est-ce qu'il peut bien faire, on y allait. C'est une vertu de ces époques-là qu'on a refait ça à Pont-à-Mousson quelquefois. Donc j'ai suivi des ateliers de Gisèle. J'ai joué avec des chaises et avec toutes sortes d'objets. Voilà. C'est mes principaux souvenirs. Et donc je suis absolument enchanté que tu sois une des premières mécènes de l'université et de Gaston Batti. Je découvre en même temps que toi peut-être cette salle. Moi, je n'ai que des souvenirs de la salle 25, donc ça change un peu. Je ne vais pas terminer par une note pessimiste, mais je viens d'aller faire un stage pour des profs à Strasbourg à la demande d'un inspecteur général, et j'ai cru que je me trompais. Il m'a écrit « Je vous invite à faire un stage de 3 heures ». Alors, j'ai dit, un stage de 3 heures. Monsieur l'inspecteur, c'est des stages de 3 jours. Et je vais dire non. Donc, ça existe maintenant, des stages de 3 heures. Donc, on aura bien besoin, Théâtre Éducation aura bien besoin de se battre pour qu'on puisse revenir à des stages de 6 heures, qui sait. Ou en tout cas rappeler. Enfin, il ne s'agissait pas de juste d'aller. Enfin, c'était un truc extrêmement sérieux. C'était au programme du bac, etc. Donc, j'y suis allé volontiers, mais ce court stage avec nos collègues qui sont venus généreusement. Enfin, je parle de ça parce que ça te concerne autant que... Enfin, ça nous concerne tous les deux, je crois. Et il ne faudrait pas qu'on lâche là-dessus. Enfin, il y a quelques-uns dans la salle qui sont convaincus de ça, Bernard notamment. Bon, on fait toujours pas mal de formations. Je ne vais pas aller plus loin. Merci, Gisèle. Je suis bien content de te voir là. On est formidable dans nos formidables fauteuils, là. Non, mais, est-ce que ça marche, ça? Ouais. Oui, ça marche. Oui. C'est incroyable que ce soit toi qui me présente. Ça, parce que, en fait, derrière toi, je vois Richard, c'est sûr. J'ai connu d'abord Richard dans les années 70, quand il y avait cette grande
polémique, guerre, enfin situation extraordinaire où on essayait de faire quelque chose avec Théâtre Éducation et qu'on avait d'un côté le ministère de l'Éducation, de l'autre côté le ministère de la Culture et ils ne s'entendaient pas et il n'y avait pas moyen, sauf quand il y a eu Jacques Lang qui a été les deux. Et on a commencé là à travailler, à lutter, à se bagarrer. On n'a jamais fini. Je me souviens par exemple de la 4e université d'été. On n'a pas pu la faire, si tu te souviens, uniquement parce que le ministère de l'Éducation ne nous a pas donné la subvention alors qu'on l'a eu du ministère de la Culture. C'était incroyable, non? On en avait fait 3, qui étaient extraordinaires, et cette rencontre comme ça entre l'éducation et le théâtre, c'était à Pont-à-Mousson, c'était une occasion. Évidemment, il n'y avait pas assez de monde à mon goût, parce que c'est grand la France et il fallait choisir une vingtaine d'acteurs, d'actrices, de gens de théâtre, une vingtaine d'enseignants. C'est ça qui me met dans une rogne, dans une colère extraordinaire. C'est pour ça que j'ai créé Théâtre Éducation, pour qu'on n'ait plus ces problèmes. Et voilà, et on n'est pas soutenu par l'éducation. Voilà, et ça continue. Ça continue, on n'a pas. Oh, il faut que je parle vraiment dans le micro. Mais c'est terrible pour moi de parler dans le micro. J'adore parler comme ça. Il faut parler dans le micro. Bon, tu te rends compte, à 90 ans, je n'ai pas encore appris à parler dans un micro. C'est quand même incroyable. Bon, alors, je parle dans le micro. Voilà. Et je disais du mal du ministère de l'Éducation. C'est très bien, comme ça ne s'est pas enregistré. Mais qu'est-ce qui peut m'arriver maintenant? Rien. C'est-à-dire que je peux dire absolument tout ce que je veux. Il n'y a personne qui va rien me faire. Non, c'est vrai. Donc, et je disais à Jean-Pierre, c'est extraordinaire qu'il soit là. Parce que d'abord, c'était mon collègue, c'était mon confrère, c'était mon complice, c'était aussi mon combat. Et c'était pas seulement pendant les colloques, c'était avant aussi, on se rencontrait dans les petits déjeuners, mais on était tout le temps en train de parler de cette chose, de débattre. On débattait constamment. Et c'est ça. Et dans le monde, évidemment, Paris, Montréal, les 2 points forts, mais aussi, comme tu dis, le Portugal, et puis moi, l'Espagne, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, bien entendu, et toute l'Europe. Et toute l'Europe qui était à la fois à Paris 3. Combien on a eu d'étudiants qui venaient de partout? Excusez-moi, où est ma fille qui est venue aujourd'hui de Varsovie? Vous imaginez? Juste, elle est là, elle arrive de Varsovie. Non, mais il faut le faire, juste pour cette rencontre. Bon, et mes Québécois, où sont-ils? Ils sont là aussi. Voilà, alors, le monde est là. Le monde est là. Denise, où elle est? Venezuela, toute l'Amérique du Sud est là. Enfin, écoutez, mais vous vous rendez compte comment on peut résister comme ça avec des émotions aussi fortes? Je vais mourir sur scène, comme on dit. Non, j'espère que non, je voudrais pas. Non, tu as une masterclass à faire là. J'ai une masterclass. En tout cas, c'est ça. Jean-Pierre, pour moi, c'est ça. Il a toujours été là. Que ce soit à Paris, que ce soit à Montréal, que ce soit au Portugal, on était toujours là. C'est vrai, on était toujours là. Et c'est ça qui est extraordinaire. En étant amis, en étant différents, en étant opposés, souvent, et quand même, on avait des stages, les étudiants allaient chez lui, parce que avec son charisme, etc. Tout le monde allait chez Jean-Pierre, et moi j'en avais quelques-uns qui venaient en expression dramatique. Non mais c'est vrai, il faut reconnaître, on n'a plus rien à perdre, Jean-Pierre. Je les ai jamais comptés. Toi non plus, tu n'as plus rien à perdre. Lui, non, c'était le héros, Jean-Pierre Ringard, le héros. C'est vrai, non? Bon. Héros pour une contre-héroïne. Bon. Bernard, c'est à toi. J'ai fini, moi. Qu'est-ce que je vais pas retracer le... En tout cas, non, je voulais te dire ça. Je voulais te dire que cette complicité, quand même, qu'on avait depuis tellement longtemps, même dans nos œuvres, on se cite.
C'est extraordinaire quand même. C'est rarissime aussi, non? C'est un modèle, quoi, non? Moi, ce qui me fait plaisir, enfin, je travaille toujours là, je travaille à l'école d'acteurs de Cannes, et ce qui me fait plaisir, c'est que dans le cursus de deuxième année, nos élèves acteurs donc vont dans les lycées, collèges et les écoles. Et c'est rare les écoles de théâtre où les jeunes acteurs sont initiés à ça. Et beaucoup reviennent en me disant écoute, Jean-Pierre, c'est pas moi qui m'occupe de ça, bizarrement, c'est pas moi qui m'occupe de ça, mais ils me disent écoute, c'est incroyable, j'ai appris énormément de choses sur mon métier en étant allé travailler avec des enfants. Donc moi, je terminerai sur cette note un peu optimiste, quoi, de dire voilà, il y a encore des gens qui découvrent ça et ça leur fait un infini plaisir, alors qu'ils sont entrés dans cette école pour être d'abord acteurs, et ils sont très contents d'être aussi pédagogues avec des enfants et des adolescents. C'est incroyable. Il y a 50 ans, quand même, qu'on a commencé. Et on dirait qu'on recommence tout le temps et qu'il faut tout le temps continuer. C'est tellement difficile. Oui, enfin, la pire chose quand même qu'on ait entendue avec Richard, c'est quand je suis arrivé ici, jeune assistant, c'était un principal qui nous avait écrit « Laissez-nous travailler ». En gros, ne nous emmerdez pas, quoi, avec vos conneries. Donc, je ne sais pas si ça existe encore, mais au moins, il y a un petit bout de choses officielles maintenant. On a le droit d'entrer dans les établissements scolaires sans mitraillette. Enfin. Ouais. Merci Gisèle. Je laisse Bernard travailler. Merci Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. Jean-Pierre, merci. Bon, Gisèle, je vais faire un peu de proxémie. Je vais me rapprocher. Ah, voilà. Quelle bonne idée. Bien. Magnifique. Donc, il me revient la grande responsabilité de poser quelques questions à Gisèle. Alors, tout à l'heure, je lui ai demandé quelle est la première question que tu aimerais que je te pose. Mais en fait, entre-temps, je me suis dit que j'avais une question à te poser quand même. Donc, je vais commencer par celle-là. Donc, dans un premier temps, Gisèle va développer des choses, et puis dans un deuxième temps, dans une petite heure, il y aura les questions de la salle, mais on peut aussi travailler avec les questions de la salle pendant que Gisèle va parler. Donc je serai attentif aux doigts levés. On sera attentif. Oui, on va pas se mettre à faire des conférences. Hein. Non, on est entre nous là quand même. Hein. Bien. Alors, Gisèle, j'ai retrouvé, il était devant moi dans ma belle bibliothèque, ce livre qui n'est pas sur la table parce qu'il est épuisé, hélas. Il a servi à beaucoup de gens, notamment dans les écoles primaires. J'aurais posé la première question. Voilà. Tu dis, l'éducation, la formation ont plus de rapport avec l'induction qu'avec l'information, l'instruction. Alors la question, c'est, pour tirer un fil de la pelote, l'induction. L'induction. Alors, l'induction, qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce que ça a été pour toi? C'est-à-dire, c'est un terme qui n'est pas beaucoup prisé, ou qui n'est pas beaucoup utilisé dans le champ de l'éducation, mais qui est très important pour toi, en même temps que la situation. Hein, la question de la situation. Alors, voilà, c'est l'induction que je fais pour les débuts de la conversation. Ah, tu veux qu'on commence par induire? Eh bien, voilà, j'essaye d'induire, mais que tu nous parles, oui, voilà, oui. de ça, parce que c'est quand même... Induire, c'est un magnifique verbe. D'abord, c'est un magnifique verbe français, avec cette racine latine du duire, qu'on trouve dans séduire, dans conduire, etc., le ducere latin. Et donc, j'aime beaucoup, moi, tous ces verbes qui sont construits sur le duire. Hein, voilà. Et alors, induire, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train d'induire des réactions, non? Tout ce qui va se passer, on est quelque part responsable de ça. Donc, c'est passer du fait, du concret, à quelque chose de plus théorique, de plus abstrait, de plus virtuel. Maintenant, le virtuel, on connaît bien ces mots-là, hein, on ne l'utilisait pas tellement avant. Hein. On disait abstrait, hein, c'était abstrait. Maintenant, on dit c'est virtuel. Hein. Bon,
L'induction, c'est ça, c'est de commencer par le concret, par l'acte, par la chose à le faire. Hein, et ensuite, aller vers ce que moi j'appelle la didactique, c'est-à-dire le sens de ce faire. Hein, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça développe, etc. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et ensuite, si on veut, c'est pas forcé, monter à la théorie. Je dis monter, pourrait descendre à la théorie, ça dépend dans quel sens on va, n'est-ce pas? Si on va en âge, on vieillit. Quand on devient théoricien, on vieillit encore plus quand on devient chercheur. C'est ça. C'est ça l'induction. Induire, aller vers, à partir d'un point fixe qui est le fait, qui est le concret. Voilà. C'est le contraire de la déduction, qui est le théorique. On a le théorique, on en déduit quelque chose. L'induire, c'est le contraire. Est-ce que j'ai répondu? Ah ouais, tu as répondu en partie, mais il faudrait être plus concret encore. Plus concret. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train d'essayer d'induire, en train d'essayer de voir est-ce que ce que je dis passe? Est-ce que j'arrive comme ça de loin, avec un micro en plus, c'est pas mon style. Moi, je suis plutôt en direct. Ça, voilà. Induire avec un micro, c'est paradoxal pour moi. Induire sur une scène de théâtre, c'est encore plus paradoxal pour moi. Je suis dans une situation de paradoxe. Voilà. Il faut que je me retrouve, que je fasse avec. C'est pour ça que la pédagogie de la situation, c'est très important, et c'est de la pure induction. C'est à partir de ce qu'il y a, des gens qui sont là, des objets qui sont là, de l'espace qui est là, de moi, comment je me sens là, au moment où je suis là. C'est ça qui est important. Et puis, le groupe, chacun dans le groupe. Si vous avez oublié comment vous étiez quand vous êtes arrivé, dans quelle situation, dans quel état, dans quelle émotion, comment vous vous êtes assis, comment vous avez trouvé votre confort, si vous n'avez pas fixé ça, vous allez l'oublier. N'oubliez pas, fixez-le, l'arrivée. Ça, c'est important. Voilà. Encore plus. Donc, oui, encore plus, parce que ici, il y a beaucoup de jeunes étudiantes, de jeunes étudiants qui n'ont pas eu la chance d'avoir ton enseignement. Et donc, tu as développé l'expression dramatique, ici en France, et au Québec également. Et ailleurs. Et alors, est-ce que c'était possible de nous parler quand même des principes de cette expression dramatique? C'est-à-dire, je ne sais pas, par exemple, comment tu démarrais oui, parce que je pense qu'on est dans le domaine de la transmission. Tu peux encore transmettre et réfléchir pour qu'on puisse ensuite te poser des questions sur ce que tu as essayé de transmettre, de faire avec les pédagogues, avec les étudiants, avec les enseignants de la pédagogie freinée aussi, avec qui tu as travaillé, avec lesquels tu as écrit un livre. Donc, c'était quoi le principe de la pédagogie? Je vais vous raconter une petite histoire qui va au moins m'aider à ne pas rentrer dans des choses théoriques, de définition, etc. Pour ça, j'ai laissé la définition du Robert, de l'expression dramatique, vous pourrez trouver là. Mais je vais vous raconter une chose là. Quand j'étais dans des ateliers ordinaires, j'ai fait un article là-dessus. Qu'est-ce que faisait l'animateur en général? Tous les gens étaient là, assis, autour, tout ça. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, tout le monde debout, allez, et on marche. C'était ça. Tout le monde debout, sortez de votre fauteuil, et on marche. Alors, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et alors, un jour, je me suis dit, mais j'arrive dans une situation, dans un espace que je ne connais pas, je commence par regarder où je suis, avec qui je suis, comment ils sont, comment je suis, comment je me sens. Et je vois les gens, mais ils sont tous différents. Il y en a qui sont comme ça, il y en a qui sont comme ça. Mais pourquoi pas commencer avec ça?
Hein? Comment êtes-vous? Comment êtes-vous assis? Comment pourriez-vous vous asseoir? Et comment vous sentez-vous? C'était quoi quand vous êtes arrivé? Moi, je peux vous raconter, quand je suis arrivée, quelle émotion de rencontrer tous ces gens qui venaient de toutes les parts. C'était énorme, l'émotion. Hein? Eh bien, je pars avec ça. Et après, vous êtes comme ça? Est-ce que vous pourriez être autrement? Assis autrement? Au lieu des jambes croisées, les jambes décroisées? Je ne sais pas. Chacun peut savoir. Si on essayait d'être autrement assis, par exemple, oui. Et alors, qui est-ce qui est à côté de vous? Ah, qui c'est qui est là? Qui c'est qui est en face? Qui c'est qui est à côté? Qui c'est qui est derrière? C'est pas la peine de dire, allez, à 2, à 3, à 4. Mais non, c'est comme ça que j'ai un peu changé ces espèces de clichés d'atelier où on dit, allez, tout le monde debout, on marche, on marche, on marche. Hein? Ça, c'était vraiment le grand cliché. Voilà, c'est ça l'expression dramatique. Pour moi, c'est partir de ce qu'il y a, de l'ici et maintenant, des gens que je vois et que j'interroge ou qui s'interrogent eux-mêmes sur eux, sur l'espace, sur ce qu'il y a. Parce que ce n'est pas la peine de prendre des notes, de construire un atelier, de faire votre plan de travail. Non, tout est là. Mais il y a des structures mentales. On a des conserves, comme je dis. Si on est en panne, on ouvre une conserve. Alors on prend, allez, une bouteille, elle est là, allez, on joue avec la bouteille. On a 2 bouteilles, allez, on met dans chaque main. Et voilà, on a allez, on peut jouer à ça, on peut s'inventer. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Qu'est-ce que c'est si je te le donne? Qu'est-ce que je te donne? Je te donne un cadeau, je te donne un secret. On peut travailler, regardez la table, elle est ronde, comment c'est? On peut travailler avec le rond, elle est blanche, on travaille avec le blanc, ça c'est noir, blanc et noir, enfin, etc. C'est pas la peine de se casser la tête à inventer des... Ça sert comme conserve, on est mal pris, on ne sait pas quoi, on ne sait plus quoi faire, on a une conserve, on l'ouvre. Sinon, c'est plein, tellement plein, qu'on peut pas, on ne pourra jamais épuiser ce qu'il y a par exemple ce soir ici. Comment vous voulez que j'épuise? Chacun a tellement d'histoires, je ne peux pas épuiser, ce n'est pas possible. Et moi-même, je suis épuisée. C'est vrai que je suis fatiguée, je suis très fatiguée. Et mon énergie, je la trouve parce que cette situation, pas ce théâtre, cette situation, il se trouve qu'elle est dans un théâtre, mais elle est pour moi pleine d'émotions, d'histoires, d'images. J'en déborde. Je ne sais plus comment faire. Je ne sais même pas si j'arrive à en parler. C'est incroyable. Hein? Évidemment, que je vous dise que ça ne m'est jamais arrivé, c'est bien normal. Parce que la fête que j'ai eue à l'Université de Montréal, je peux vous dire qu'elle était tout le contraire de celle-là. Elle était magnifique. Magnifique. Heureusement que les fêtes sont différentes. Parce que si on se répétait, la vie ne serait pas drôle. Hein. D'accord. Alors tu pars de l'instant. Tu pars de l'instant des sensations des gens, de leur rapport à l'objet, par rapport à l'espace, etc., les relations entre eux. Et pour aller où? Alors pour aller où? Enfin, c'est-à-dire tu pars de cela et tu vas où? Et tu amènes les gens vers quoi? D'abord où ils veulent. Hein. Moi, je ne vais pas leur dire où aller. Hein. Parce que où aller, ils vont prendre la porte, ils vont aller chez eux. Ce n'est pas la peine de poser la question. Alors, le fameux... Moi, je suis contre la pédagogie par objectif. Hein, je déteste ça. Par contre, je suis très intéressée à savoir où les gens, où ils sont. Et pour savoir où aller, il faut savoir d'où ils viennent. Hein? Et donc, il y a un continuum. Et chacun a les histoires de vie, c'est des histoires merveilleuses. Hein? On ne peut pas les épuiser. C'est vraiment d'Anaïde, c'est inépuisable. Alors, il ne faut pas que tu épuises, toi non plus. Il faut que, c'est comme quand on sort de table, il paraît garder une petite faim. C'est pareil, quand on sort d'un atelier,
il faut avoir envie d'y rester. Et moi, j'ai peur de ces ateliers où on sort en disant « Ouf, enfin !» Non, ça, c'est horrible. C'est la chose la plus horrible qui puisse arriver. Hein, enfin, c'est pour ça que quand j'ai arrêté de travailler en 2006, par obligation, je me suis dit oh, c'est bien que j'arrête avant qu'on me dise d'arrêter. Hein, j'arrête volontairement. On me dit oh, quel dommage que vous arrêtez, c'était si bien, pourquoi vous ne continuez pas? Ah, je suis désolée, je ne peux pas continuer. Oh, quel dommage, quel dommage. Ça, c'est bien qu'on dise quel dommage, plutôt qu'on dise oh là là, quand est-ce qu'elle va partir? Oh là là. C'est ça qui est terrible. Hein, voilà. Bon. On va où? Oui, on va où? On va où? Ben, c'est bien, on va... Justement, on ne sait pas où on va. Et c'est ça qui est bien. Mais si on savait tout le temps, s'il fait tout le temps, allez bon, là, ça y est, j'ai mon plan, j'ai mon programme, à 10h, je fais ceci, à 11h, je rencontre celui-ci, etc. C'est rassurant, c'est tranquillisant, c'est sécurisant d'avoir ça. Mais une fois qu'on l'a, laissons-nous aller à l'imprévu. Qu'est-ce qui va arriver? C'est merveilleux l'imprévu, non? Accueillir l'imprévu. Quelqu'un rentre dans ta classe, tu étais en train de faire ton cours, accueille l'imprévu, c'est magnifique. De toute façon, tout le monde le regarde, l'imprévu. Alors autant que tu t'arrêtes, hein, parce que de toute façon, les gens ne continuent pas avec toi. Et il faut l'accueillir, cet imprévu, travailler avec, l'introduire, sans te perdre. Hein, c'est ça la difficulté, ne pas se perdre. Oui, alors, ne pas se perdre quand tu animes. Oui, ne pas se perdre quand tu animes. Oui. Avoir l'air de se perdre, mais ne pas se perdre. D'accord. Oui. Et donc, mais comment tu fais pour ne pas te perdre? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu... je vais te dire. Parce que tu as formé des gens. Tu as formé des gens, donc... Oui, mais là, chacun a son secret. Hein. Enfin, moi, je vais vous dire mon secret à moi. Celui qui veut le prendre, je leur donne, je l'offre à volontiers. C'est facile. C'est toi, le repère. Hein, c'est toi. Si toi, tu te connais, si tu sais... Comment tu es, dans quel état tu es, qu'est-ce que tu sens, avec quelle idée tu es venu, avec peut-être des fantasmes. Si toi tu sais ça, c'est ta sécurité, c'est toi ton repère, ta bouée de sauvetage, c'est toi. Et quand tu sais plus quoi faire, c'est te demander mais où je suis là, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je veux, pourquoi je m'arrête. Qu'est-ce qui va se passer? Je peux questionner, je peux dire où je suis, comment je me sens, et ça va repartir. Avoir confiance, si tu sais où tu es, qui tu es, tu as confiance que tu vas trouver comment continuer si jamais tu t'interromps. Oui. C'est toi le secret. C'est la personne le secret. D'accord. Alors, quand tu dis continuer, mais excuse-moi d'insister, Vas-y. Mais continuer vers quoi? C'est-à-dire, même si tu n'as pas d'objectif, mais écoute, continuer vers quoi? De toute façon, tu as un espace-temps défini. On ne te donne pas l'éternité. Hein? On te dit, venez à 9h et vous partirez à 11h. Oui. Ça veut dire que tu as 2 heures. Alors, tu sais, tu as 2 heures, tu sais que tu as le théâtre ou un espace quelconque, c'est déjà quelque chose. Maintenant, il faut savoir, tu sais qui tu es, comment tu te sens, qu'est-ce que tu as envie, etc. Ça, c'est une troisième chose. Et l'imprévu, c'est qui va venir? Alors là, tu restes ouvert. Tu regardes, tu ouvres tes yeux, tu ouvres ton cœur, tu t'ouvres aux gens qui arrivent, tu t'intéresses à eux. Tu ne t'intéresses pas à ton contenu. Ah mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais commencer? Comment je vais finir? Est-ce que j'aurai assez de temps? Tu ne vas pas t'embêter avec tout ça. Non, tu regardes les gens qui arrivent, comment tu les salues, comment tu les rencontres, comment ils se voient eux-mêmes, et tu pars avec ça. Voilà. Oui. Et tu as 2 heures. Tu as 2 heures. Tu ne me crois pas, hein? Non, je te crois volontiers. Mais quand tu dis, on part comme ça, alors excuse-moi encore d'assister, tu pars vers où? C'est-à-dire, tu pars vers où? C'est-à-dire, tu pars vers
vers l'unité, enfin, Alors, tu vises à l'unité du Wow. groupe, tu vises à faire évoluer les gens vers quoi? Tu connais Antonio Machado, le poète espagnol? Non? Non, il a dit no hay camino, el camino se hace caminando. Oui. Bon. Je Ça comprends veut pas dire l'espagnol, mais je vois. qu'il n'y a pas de chemin, hein, pas d'objectif. C'est en marchant qu'on découvre. Alors, il faut mettre en marche. Bien entendu qu'il faut mettre en marche. Bien entendu qu'il te faut un ressort. Chacun va trouver le sien. Moi, je trouve, par exemple, la position des gens. J'aime bien partir de là. Mais il y en a qui vont partir d'autre chose, par exemple. Comment chacun voit l'espace de ce lieu? Qu'est-ce que toi tu vois? Montre-moi. Hein? On va dire, alors on va faire un chœur avec « je vois ». Tout le monde va dire « je vois ». Et à chaque fois, il va montrer quelque chose. On va jouer à ça. Je vois cette lumière qui est vraiment en face et qui m'éblouit. Je vois ce tronc blanc là je vois Bernard qui est à côté de moi avec son micro et qui ne sait plus vraiment comment je vais continuer et qui se demande où est-ce qu'on va. Je vois derrière cet écran où il y avait tout à l'heure le film. Je me souviens. Alors c'est ça. Je vois. Je me souviens. Je sens. J'ai envie. Tu pars avec des choses comme ça et tu vas voir. Ils vont te donner de la matière. Tu as juste à la prendre, à la récupérer et à la relancer. C'est ça l'animateur. Il a parfois juste à relancer des choses qu'on lui donne. Il suffit que tu sois très attentif, très sensible à ce qui se passe, au moment où ça se passe. C'est ça l'important. Hein, c'est pas « Ah non, non, qu'est-ce qu'il faut que je fasse après ? Ah là là, il ne faut pas que j'oublie mon exercice suivant. » Surtout, ah oui, à 2, après à 3, après en groupe, après la dramatisation, après, non, pas ça. Après, si tu n'arrives pas à quelque chose qui est final, hein, comme une représentation, parce que tu as répété, etc., c'est prêt ou c'est pas prêt, ou ça va être prêt, etc., c'est à moitié prêt, ben, en expression dramatique, c'est pas grave, on interrompt. On suspend, on laisse en suspens. Les gens vont sortir et dire « Ah, c'est pas fini. » On sort, c'est pas fini. Ben non, c'est pas fini. Vous allez continuer. C'est pas fini. D'accord. Mais alors, justement, tu parles de la représentation. Alors, dans ce travail-là, où tu places la question du regard et la question de la représentation et de ce que les gens représentent et de ce que tu fais du regard spectateur? Ça, c'est une autre chose, la représentation. C'est une autre chose. Est-ce que je sais, moi, de qu'est-ce qu'ils voient, tous ces gens qui sont en face? C'est qui est en représentation? C'est eux ou c'est nous? Hein? Parce que moi, je regarde, etc. Je trouve ça très, très amusant. Le premier rang, il y a du bleu, il y a du rose, c'est très joli, il y a toutes les couleurs, beaucoup de noir, mais il y a quand même des... Ils ne savent pas qu'ils sont en représentation, ils pensent que c'est nous qui sommes en représentation. Alors, le théâtre, c'est quoi le théâtre? Bon. C'est tout ce qu'on veut, c'est tellement riche, il y a tellement de façons de le définir et de le représenter, de s'en servir. C'est vrai que je ne travaille pas sous le regard, moi. C'est notre polémique hein, avec Jean-Pierre. Regard ou pas regard? Regard ou pas regard? Moi, je suis pour pas regard préparé, pas regard obligé. Celui qui veut regarder, il va regarder, ça ne me dérange pas. Mais je ne les mets pas en situation de se faire regarder. Tu comprends? Parce que, comme je travaille avec du monde ordinaire, ils n'ont pas toujours l'impression d'être sous le regard. Ou peut-être que si, j'en sais rien. Comme disait Shakespeare, le monde est un théâtre. Oui. Peut-être qu'on est tous sous le regard. Mais on n'en a pas conscience. Et en tout cas, on ne l'exploite pas de cette façon-là. On ne dit pas, tenez, mettez-vous là et regardez ce qui se passe.
et ensuite vous me direz ce que vous en pensez, par exemple. Hum. Hein, et on dit aux autres, attention là, ça commence, on vous regarde. Hein. Je me rappelle quand j'avais 15 ans, il y avait Jouvet qui passait avec l'école des femmes. Et il avait engueulé Agnès parce qu'elle avait regardé le public. Il avait dit, on ne regarde pas le public. C'est le public qui nous regarde. Ah, ben non, je regarde, moi je regarde. Hein. Ben parce que je ne suis pas en théâtre. Mais les acteurs aussi font ça. Je me rappelle Mario Gonzalez, il disait à ses acteurs de bien regarder. Il disait, vous regardez, vous tendez 1, 2, 3, et ensuite vous réagissez. Tu te rappelles de ça? Oui. Hein? Et il regardait, et à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui bougeait, comme là, quand il bouge, là, je te vois, je t'ai vu, tu bouges. Alors, il disait, ah, il faisait quelque chose avec ça. Hein? Il tenait compte. Alors, ça dépend quel type de théâtre tu fais. D'accord, mais alors dans l'expression dramatique... Dans l'expression dramatique, moi, je n'utilise pas le regard extérieur. Je ne mets pas mes étudiants en face les uns des autres. Je les fais pas se regarder. Je n'ai pas une consigne de regard. Tu les fais vois. agir ensemble. Ils font les choses ensemble et dans ce qu'ils font, parfois, ils se regardent. Ou parfois, ils s'extraient du groupe pour regarder ce qui se passe ou parce qu'ils ont envie d'autre chose. Je les laisse faire ça. Je n'ai pas de consigne en disant on coupe le groupe en deux, la moitié du groupe regarde l'autre et après on change. Et après on discute sur ça. Non, je ne fais pas ça. La rétroaction, c'est-à-dire le moment d'échange avec le groupe, c'est qu'est-ce qui s'est passé que vous pouvez dire, que vous avez envie de dire, mais que je ne vous oblige pas à dire. C'est ça la différence, tu comprends? Tandis qu'en théâtre, à l'acteur, on lui dit bon, là, tu dois faire ceci. Hein? Il y a des... Moi, non. Donc c'est un travail qui est beaucoup plus orienté vers l'expression des gens. Oui. Expression, communication, oui. Expression, communication. Oui, c'est ça. Et le dramatique, là-dedans, ça aussi appelle expression dramatique, c'est l'action. C'est le drama, c'est la racine grecque. Qu'est-ce que veut dire drama? Ça veut dire agir. C'est l'action, le drama. Tu ne le trouves pas tout. D'ailleurs, les Anglais ont deux mots, theatre and drama. Et ce n'est pas pareil. Malheureusement, on n'a qu'un mot. Et ce mot est pluriel. Théâtre, c'est tellement de choses. C'est presque tout et son contraire. C'est incroyable, incroyable. Il y a, écoute, je ne sais pas depuis quand, mais on disait, l'acteur est une personne. C'est la personne qui est là. Et ça, c'est à l'époque, dans mon temps, c'était pas comme ça. Hein. C'était pas la personne. Hein. C'était l'acteur, il devait faire ceci, il ne devait pas faire cela, et il ne fallait pas tourner le dos, des tas de choses qu'on ne pouvait pas faire. L'expression dramatique, c'est la situation qui fait qu'on ne peut pas faire. Par exemple, on ne peut pas sortir de la salle. Si tu veux sortir du groupe, bien, mais il faut rester. Moi, je pense que même en pédagogie, c'est très mauvais de mettre les élèves dehors. Dehors, à la porte. Amar, sortez. C'est ça que j'ai entendu, moi, quand j'étais jeune. Je riais, parce que je riais tout le temps, et que le rire, c'est fondamental. Hein, l'humour, sans l'humour, on meurt. Et donc, je me suis fait mettre à la porte. Eh bien, on ne met pas les gens à la porte. On les dégage, on les interroge, on fait quelque chose, on ne les met pas dehors. Donc, s'il s'en va vraiment, il ne peut rien faire, il va fermer la porte à clé. Hein. Mais en principe, non. Mais il peut s'éloigner. Et même, il peut être dedans en étant dehors, et je ne le sais pas. Parce qu'il fait semblant d'être dedans. Il fait les gestes, il fait comme si. Mais en fait, il n'y est pas dedans. Eh bien, ça ne me regarde pas.
Ça ne me regarde pas. Je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas psychologue. Hein. Je suis l'accompagnateur, animateur, je ne sais pas comment il faut appeler, professeur parfois, oui, enseignant, dirigeant, je ne sais pas comment, tous les noms que vous pouvez être avec. Je suis avec, mais je suis plus vieux ou plus vieille. Voilà. Est-ce que j'en sais plus? Ça dépend. Ça dépend. Parfois oui, parfois non. Et qu'est-ce qui se... J'ai le pouvoir, c'est ça la différence. J'ai le pouvoir institutionnel. Je peux faire ce que je veux. J'ai le droit avec moi. Tu comprends? Et surtout dans l'institution. C'est ça. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est les abus de pouvoir. Ça, oui. Alors, il y en a beaucoup, des abus de pouvoir. Ou bien que quelqu'un dans le groupe prenne le pouvoir. Oui. Alors, comment tu fais? Eh bien, tu prends, toi, le pouvoir. Et à ce moment-là, tu es directif. À ce moment-là, tu empêches que quelqu'un du groupe prenne le pouvoir. Et pour cela, il n'y a qu'une chose, c'est d'avoir le pouvoir. Avoir le pouvoir. Là, le pouvoir. Du micro. Mais quand tu dis empêcher les abus de pouvoir, si tu dis je pars de moi-même, de mes sensations, etc., quels sont les garde-fous au fait de faire un abus de pouvoir? Alors, l'abus de pouvoir, c'est quand tu pousses la personne à aller plus loin. Ah, ce que tu nous dis, c'est bien intéressant, mais j'aimerais bien que tu nous en dises plus. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît, hein? Pourquoi tu ne nous dirais pas davantage, etc. Mais non, il va jusqu'où il veut aller. Et s'il ne veut pas parler, tu le laisses dans le silence. Moi, je n'oblige pas mes étudiants à parler, à la rétroaction. Je me souviens une fois au Mexique, j'avais apporté des feuilles d'érable de Montréal. Et à la rétroaction, c'est-à-dire au moment où on parle, où chacun parle, une fois que la personne avait parlé, je lui ai donné, pour dire merci, je lui ai donné une feuille d'érable. Et alors, il y a quelqu'un qui s'est levé et qui m'a dit « Moi, je ne veux pas parler, mais je veux une feuille d'érable. » Ah oui? Alors, je lui ai donné une feuille d'érable et je lui ai dit « Tu viens de parler. » Bon, le réflexe, c'est très important d'avoir du réflexe. Quelqu'un qui prend le pouvoir, tu ne peux pas lui dire « Hé, toi, tu as pris le pouvoir, hein, dehors. C'est moi qui ai le pouvoir. » Tu ne peux pas faire ça. Il faut que tu t'arranges pour qu'on sente que le pouvoir, c'est toi. Que toi, tu l'as, le pouvoir. Hein? Mais tu peux l'interroger, tu peux interrompre. Tu as le droit de l'interrompre, tu as tous les droits. Alors, tu joues sur ce droit-là. Hein? Si ça ne va pas, quelqu'un prend le pouvoir, qui t'empêche d'arrêter la chose? Qui t'empêche de dire, bon, on s'arrête là maintenant, on va faire le point? Qui t'empêche de faire quelque chose qui mette l'autre en surprise, qui le déséquilibre? Hein? C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas le laisser aller dans son sens pour qu'il manipule le groupe. Il faut que tu arrives à déjouer son truc. Ah ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'y a pas de secret, hein? C'est la personnalité. C'est ta propre assurance. Tu sais que tu sais faire ça. Et quand tu sais que tu sais faire ça... Mais Gisèle, à partir de quel moment tu sais que tu peux faire ça? À partir de quel moment? C'est-à-dire que c'était avec les étudiants, etc. Enfin, il y a l'expérience quand même. Hein. Mais à partir de tu as la preuve, parce que tu as déjà travaillé, que tu l'as déjà fait, que ça a déjà marché. Ou peut-être que ça n'a pas toujours marché, mais tu as appris de ça. Donc tu t'es construit, ce que je dirais, ton instrument intérieur, ton évaluateur, ou ton garde-fou, ou ton surveillant là, qui te dit là, attention, là, danger. Attention, danger, regarde celui-là, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Là, il faut toujours que tu regardes ton groupe. Il faut toujours que tu sois... Parfois, c'est très bien... Moi, je suis pour un observateur, participant, enseignant. Hein. Je pense qu'il faut avoir les trois fonctions en même temps. En même temps. Parfois, tu exagères l'une, parfois, tu exagères l'autre. Quand tu n'animes plus, il faut regarder. Et pour mieux regarder, il faut être dedans. Et moi, en général, je préfère être dedans que dehors.
Mais on peut aussi regarder dehors. Enfin, je n'ai pas d'a priori absolu. D'accord. Bon, et la question que je voulais te poser tout à l'heure, c'est dans un parcours avec des gens, enfin, tu peux faire 2 heures. Je pense que tu as fait des parcours qui étaient plus longs avec des gens. Oui, beaucoup. Qu'est-ce que les participants du groupe peuvent capitaliser de ce parcours? Oh là. Alors, c'est peut-être un gros mot, mais tout de Non, même, c'est-à-dire je comprends. Qu'est-ce qu'il en tire? Qu'est-ce qu'il en sort? Oui, est-ce qu'il y a des transformations? Avant, on disait qu'est-ce qu'il a appris. Oui. On disait ça. Hein, Oui, je ne vais pas dire ça. Je vais pas dire appris. Tu as du mal avec ça. Qu'est-ce qu'il a appris? Ah bon, pourquoi pas? Oui, c'est une métaphore. Qu'est-ce qu'il a appris? C'est-à-dire avec quoi il sort, avec quoi il reste. Et parfois, sur le moment, il ne sait même pas avec quoi il est resté. 10 ans après, je ne sais par expérience, un étudiant va me dire, tu sais, à ce moment-là, j'ai fait ça, etc. Mais après, j'ai compris que, et moi, je ne savais rien qu'il se passerait ça. Mais j'en faisais le pari. Le pari de celui qui me dit, ah, j'ai rien compris, je m'en vais. OK. Je faisais le pari qu'il se passerait quelque chose. J'avais peut-être tort. Mais c'était mon hypothèse. Il va se passer quelque chose. D'accord. Mais, comment tu récupères la parole? C'est-à-dire dans le rapport entre l'action, tu lances les gens dans l'action par rapport à des objets, par rapport à l'espace, par rapport à tout ce que tu dis là. Alors, comment s'organise la parole? Il y a une parole constante par rapport à ce qui est fait. Moi, je travaille beaucoup avec la musique. La musique classique, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants, d'adultes, qui m'ont dit qu'ils ont découvert la musique classique avec moi. J'aime beaucoup le support sonore, et je sais que c'est délicat, qu'il y a là une induction qui t'échappe. Ça m'est arrivé d'utiliser des musiques que des gens détestaient. Il m'est arrivé aussi d'utiliser des musiques, je ne savais pas que c'était des lieux communs de la radio. Tu sais, en Espagne, par exemple, je me souviens d'avoir utilisé un début d'un Mozart, là, du Requiem de Mozart, que j'aime beaucoup, là, il y avait des réactions que je ne comprenais pas. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui m'échappe. Ce qui m'échappait, c'était la télévision espagnole qui utilisait ça comme jingle, etc. Oh là là, quand j'ai appris ça, je me suis excusée auprès de mes étudiants. Qu'est-ce que je pouvais faire? Alors, j'ai raconté mon rapport à ce support sonore pour qu'eux comprennent aussi nos différences. Moi, je viens d'ailleurs et évidemment, je ne peux pas tout savoir de ce qui se passe ici et maintenant. Mais je suis capable de m'étonner, de le prendre, de le questionner, de travailler avec, de jouer même avec, et si c'est besoin, de m'excuser. Et de dire, ah bon, on va le prendre d'une autre façon, on va prendre par un autre bout. C'est tellement varié, c'est très difficile de te dire comment je travaille. Je sens que en plus, je n'arrive pas à le convaincre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Qu'est-ce que je peux faire? Non, j'essaye de te poser une autre question pour que tout le monde essaye de comprendre comment tu travailles. Alors, comment tu sais si les gens ne me comprennent pas? C'est une hypothèse. Je ne peux pas supposer que les gens ne comprenaient pas. Je suis là pour que tu expliques. Non, mais tu as raison, parce que c'est une hypothèse intéressante dans le cas où même une seule personne qui ne comprendrait pas. Pourquoi ne pas faire cette hypothèse-là? Mais pourquoi ne pas faire aussi l'autre hypothèse? Ils ont bien compris. Peut-être qu'ils ont des choses à justement à dire, à demander, à des précisions. Mais toi, tu n'as pas tout compris. Tu as encore des choses à me demander, à préciser. Ah bah oui, bien sûr. Oui. Allez, vas-y, continue. Allez, continue. Alors, continue. Autre chose, mais après je vais passer la parole au public. Continue. Le statut. Alors, je parlais du statut de la parole, mais par exemple, le statut du texte, par exemple, d'une parole autre.
écrites à l'intérieur de J'ai déjà système. utilisé des textes, par exemple des poèmes d'Henri Michaud, des choses comme ça. Dans des ateliers d'expression dramatique, je me souviens d'avoir fait un atelier sur le bateau. Alors, pourquoi c'est le bateau? J'ai pris « Emportez-moi dans une caravelle », le poème Mais je l'ai pris à un moment où le bateau, on était arrivé à le former, tu vois, et à se sentir comme espace bateau. Et à ce moment-là, emportez-moi dans une caravelle, et tout le monde pouvait répéter ça, par exemple. Et je continuais. Et le poème de Michaud devenait le support, et à un moment donné, tout le monde connaissait le poème de Michaud. Et pour moi, c'était magnifique qu'ils arrivaient à le dire ensemble, tout seuls. Et voilà, c'est un texte apporté. Mais il est apporté dans un contexte, dans un espace, si tu veux, où il répond, où il converge, hein, où il est combiné avec, tu vois. Mais moi, je ne suis pas contre partir d'un texte. C'est un support comme un autre. On part de la bouteille qui est là, par exemple. Là. Si le texte est là, par exemple, j'ai un livre sur le truc, et que je prends le livre, et vous avez tous un livre dans votre sac, et tout, alors on sort ce livre. Si on a le même livre, on peut s'amuser à ça, d'abord avec l'objet livre, et puis on ouvre quelle page vous avez, quelle page tu as, toi, etc. Ça commence la discussion. Ah, moi, j'ai telle page, et qu'est-ce qu'il y a sur telle page? C'est infini, hein, tu vois. Donc, ça dépend. Mais je n'ai pas travaillé sur des textes dramatiques. Oui, j'ai fait des ateliers de pratique théâtrale à McGill, par exemple. Et j'ai travaillé avec Andromaque, par exemple. J'ai travaillé avec les Caprices de Marianne, avec la double inconstance, par exemple, de Marivaux. J'ai travaillé avec des textes. Mais je l'ai travaillé à ma façon, c'est-à-dire que, par exemple, Andromaque, c'est 4 héros, hein, c'est une magnifique pièce. Au lieu, moi j'avais 24 personnes, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? J'ai fait 4 groupes héros. Et donc, on combinait le texte avec le groupe. Et ça devenait autre chose, c'était notre Andromaque à nous. Voilà. Et je prenais même des morceaux du 5e acte, je le mettais dans le premier, parce que ça répondait à ce qui se disait dans le premier acte. De toute façon, c'est toujours tellement concentré, hein, une tragédie, hein, qu'on peut très bien faire ça. Alors, mais je n'avais pas besoin de monter Andromaque et de le montrer. Mais à la fin, à McGill, par exemple, je faisais une démonstration. Et j'expliquais aux gens qui venaient nous voir, qui me disaient, mais qu'est-ce que c'est ce groupe de pratique théâtrale? Je leur expliquais, on fait une première partie de prise de contact, de réchauffement, etc. Et puis après, on travaillait des choses qui avaient une relation avec le texte, avec le groupe, etc. Comment être en groupe, comment bouger en groupe, comment parler en groupe, etc. Et après, dans la troisième partie, je donnais le premier acte. Voilà. Et c'était ma démonstration. Alors, est-ce que c'était du théâtre? Oui, je pense que Michel Foucault avait dit une fois, il était l'ami d'un des professeurs de McGill, il lui avait dit en sortant, je pense que c'était une gentillesse de sa part, c'est la première fois que je ne m'ennuie pas en Andromaque. J'étais très flattée, évidemment, vous pensez bien. Mais bon, qu'est-ce qu'il voulait dire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était comme ça, ce cours de pratique théâtrale. Mais ce n'était pas de l'expression dramatique. Et c'était des gens qui voulaient faire du théâtre. Mais quand tu as un groupe dans une école, par exemple, ils ne veulent pas tous forcément faire du théâtre. Il y en a qui préfèrent faire de la peinture, de la danse, de l'acrobatie, je ne sais pas trop quoi. Alors, tu vas les obliger à faire du théâtre. Alors que l'expression dramatique... c'est de partir de là où ils sont. Il n'y a pas... D'abord, il n'y a pas une technique obligatoire. Il n'y a pas une formation préalable. Il n'y a pas... T'es là où t'es, au moment où t'es. Je parle québécois, là, non?
là où tu es au moment où tu es. C'est vrai, non? Hein, j'ai l'impression. De temps en temps, j'ai mon Québec qui ressort, non? Hein? Oui, tu trouves? Non? Ouais, bon. Bien. Alors, juste avant de donner la parole au public, sur d'autres questions, je te disais tout à l'heure, quelle est la question que tu n'aurais pas aimé que je te pose? Ah, J'en ai posé plein que tu me... la question. Peut-être pas. Ou la question que tu aurais aimé que je te pose pour démarrer. Ou pour finir. Est-ce que tu sais comment ça a commencé? Ça, c'est une question difficile. Comment ça a commencé? Hein, l'origine. Tu sais, l'origine, c'est ce fameux mythe de l'origine. Hein, on perd. C'est comme vous ne savez plus comment vous étiez quand vous êtes arrivé, je suis sûre. Comment ça a commencé? C'est moi qui te dis ça, mais tu n'es pas obligé de me poser cette question. Hein? Si, je peux te poser, comment ça a commencé pour toi? Comment ça a commencé? Je pense que ça a commencé par ma personnalité. J'étais une enfant très terrible, vraiment terrible. Les professeurs me mettaient tout le temps dehors. Je faisais rire toute la classe, évidemment. Mais j'ai continué. Comme prof, j'ai fait rire tout le temps mes groupes. J'adore rire. Vous avez entendu à la fin du petit film, on entend le rire. Ça, c'est pour moi... Elle a tout à fait compris ma personnalité, Céline. Le rire. Rire avec les gens. Là, un prof, tu as vu déjà un prof qui rit? Il n'y en a pas beaucoup. J'ai pensé qu'il y a beaucoup de gens qui détestent rire et qui ont très peur de rire. Les profs ont peur de rire. Les enseignants d'acteurs ont très peur de rire. Je me rappelle d'Israël quand j'étais dans son groupe, que je riais, c'était épouvantable. Hein, je me faisais mettre dehors. Hein. On ne rit pas. Et les troisièmes, ce sont les psychologues. Les psychologues, à mon avis, ils n'aiment pas qu'on rit, ils ont peur du rire. Les gens ont peur du rire. Alors que moi, j'adore rire et j'attends que ça passe, des fous rires, et je continue. Hein, voilà, on rit, c'est bien. Alors, comment ça a commencé? Ça a commencé par ce que je suis. On dit que je suis théâtrale. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire peut-être un peu extraverti. Ça veut dire que j'aime qu'on voit où je suis. Pas seulement que je sache moi où je suis, mais que les autres sachent où je suis. En principe, quand je suis quelque part, on me voit. Je dis ça parce que j'ai eu des étudiants qui m'ont dit, tu sais, moi, je me fonds dans la muraille. Et quand je suis quelque part, on ne me voit pas. Moi, je suis quelqu'un qu'on voit. Je crois. Je ne suis pas sûre. Mais c'est ce qu'on disait. Hein. Et je parle aussi. J'aime parler. Trop. Hein, je parle trop. Très souvent, je dis hey, Céline, dis-moi, hein, quand je déraille ou quand je dérive, je suis la reine des mises en abîme. Moi, j'y vais, et puis des parenthèses qui n'en finissent plus. C'est ça. Parfois, il faut me dire hey, tu reviens à la question? Oui, comment ça a commencé? Tu vois que je n'ai pas oublié. Alors, je dérive, mais je n'oublie pas d'où je viens. Donc, il y a ça. Il y a ma formation. J'ai fait le conservatoire d'Oran, j'ai adoré faire ça. J'ai été remarquée par Charles Antonetti, j'avais 15 ans, pour faire un stage à Paris. Mon père, pas question, on ne fait pas ça, on ne fait pas du théâtre quand on est une jeune fille de bonne famille. Donc, j'ai dû renoncer au théâtre, qui était ma première vocation. C'est ça que je voulais faire. Hein. J'ai passé le Conservatoire national de Paris en secret. J'avais 20 ans. J'étais en vacances. Par chance, je n'ai pas été retenue. Mais je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été retenue? J'aurais jamais pu, mon père ne m'aurait jamais laissé. À l'époque, on était majeur à 21. Hein. Donc,
qu'est-ce que j'aurais fait? Et je me souviens que quand j'ai fait de la télévision, la première émission avec Barrault ou ensuite avec Fernand Ledoux, adorable Fernand Ledoux, mon père me regardait à la télévision et me disait « Eh bien, tu vois, finalement, tu as fait du théâtre. » J'étais à terre. Et lui, il était content et j'avais fait du théâtre. Il ne se rendait pas compte. Je n'avais pas fait de théâtre. J'avais fait une autre vocation que j'avais tout le temps, qui était de vouloir enseigner. J'étais avec mes amis, avec mes copains à l'école et tout ça, tout le temps en train d'enseigner, parce que moi j'allais très vite, je faisais ça très vite, et j'aimais ça. Je pense que j'étais pédagogue, sans le savoir, et quand je l'ai su en faisant des études, quand je l'ai su, j'avais pas pu faire de théâtre. Je ne sais pas ce qui serait passé si j'avais fait vraiment du théâtre. Est-ce que j'aurais été pédagogue? J'en sais rien. Tu vois, c'est ça. Ça a commencé comme ça, avec cette dualité entre le théâtre que je ne peux pas faire à cause de la famille et la pédagogie qu'on me permet de faire et toute la formation artistique qu'on m'a donnée, car j'ai fait tous les arts, sauf les arts plastiques, avec qui je me suis mariée. Donc finalement, à nous deux, avec Pierre, on avait tous les arts. Et ça m'a énormément servi, parce que pour moi, je ne fais pas de barrière entre les arts. Hein. Tous les arts, ça rentre dans l'expression dramatique. Hein. Ok. Voilà comment ça a commencé. Bah, merci. Bien. Alors, à vous la parole, les questions, les remarques. Micro-baladeur. Allez. Alors, comme je vole le micro, je vais me permettre une première question. Ma chère Gisèle, est-ce que tu peux nous parler, puisqu'on remonte aux origines, du lycée pilote de Montgeron, qui est une expérience fondatrice dans ta carrière, et expliquer aussi pour notre génération d'étudiants ce que c'est que ce lycée pilote, qui a aussi vu les débuts, si l'on veut, de la télévision pédagogique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Ah, Montgeron, le paradis perdu. Montgeron, il faudrait demander à un Montgeronnais. Je ne sais pas. Vous savez, les étudiants de Montgeron, j'ai été nommée, pas à Montgeron, parce que c'était trop près de Paris. Ça a été une histoire incroyable pour être à Montgeron. Et quand j'étais à Montgeron, c'était un lycée pilote. Alors, j'ai dit lycée pilote, allons-y. Il y avait tous les après-midi des activités dirigées, ouvertes. Et moi, dans ma classe, je faisais du théâtre puisque j'avais le programme. Et je me disais, allons-y, jouons avec les gens. Et ils venaient d'autres classes. Et donc, non, pas du tout, pas du tout. Le théâtre, c'était littéraire. C'était une œuvre dramatique au programme d'enseignement du français, de la littérature. Mais moi, j'avais eu Jacques Scherrer comme prof. Et Jacques Scherrer, en 1956, quand je l'ai rencontré, c'était un prof qui utilisait des diapositives. Vous vous rendez compte? À la Sorbonne, un prof qui utilise des diapos, ça ne s'était jamais vu. Et il avait un appariteur d'ailleurs complètement sourd. Il était obligé de lui dire « La suite !» Parce qu'il ne passait pas les diapos. J'ai jamais oublié ça. C'était en 1956, quand je suis arrivée à Paris, à la Sorbonne. Jacques Scherrer, j'ai dit « Mais ce prof-là, il n'est pas comme les autres. Je vais le suivre. » Et je l'ai suivi toute sa vie, jusqu'en 1997, quand il est décédé. Et ça a été mon maître, vraiment. J'ai appris la rigueur avec lui. J'ai appris le théâtre et, plus que le théâtre, la dramaturgie, hein, la scénographie, tout ce que je n'avais pas eu dans mon parcours à moi. Et ça, c'était extraordinaire. Et à Montgeron, je faisais mon Jacques Scherrer. Je faisais mon Jacques Scherrer. À Montgeron, c'est 64. Scherrer, je l'ai rencontré en 56. Alors, je
faisais ça. Et d'ailleurs, j'ai fait ma première thèse, qui s'appelle « Une tentative de démocratie théâtrale, l'expérience du lycée pilote de Montgeron », pendant les 3 ans, grâce à Jacques Scherrer, qui a accepté que je fasse ma thèse là-dessus. Et donc, mais quand j'ai fait mes 3 années, je ne savais pas que j'allais faire ma thèse dessus, donc j'avais pas de documents pour... Je ne pensais pas thèse. J'ai pensé thèse une fois que j'étais à Montréal et qu'on m'a demandé « Est-ce que vous avez souscrit une thèse ?» Ah, j'ai dit oui, j'ai inscrit, oui, une thèse d'université, une thèse d'État. Ah bon, d'accord, parce que sinon... Et donc, j'ai été engagée sans thèse, et 18 mois plus tard, j'avais ma thèse, avec Scherrer. Et sur quoi ? Sur Montgeron. Parce que je suis partie de Montgeron, les 3 années, c'était incroyable, c'est 10 ans. Et j'étais pas seule, il y avait Pierre pour le dessin, il y avait un ami musicien, il y avait un autre ami Daniel, qui était en art, en artisanat, etc., qui faisait de la vannerie, etc. Il y avait ça au lycée pilote. Et on a fondé le Télème. Télème fait ce que doit, n'est-ce pas, de rappeler. Et nous, on s'amusait à dire théâtre du lycée de Montgeron. C'était le Télème. Et voilà. Il y en a un télémite. Il est là, notre télémite. Regardez, mais non, c'est pas vrai. Viens vite ici. Vous vous rendez compte, il avait 14 ans. Oui. Il avait 14 ans et il est là. Plus, oui. Non, écoute, c'est pas vrai. Non, mais vous savez pas qui c'est. Vous savez pas qui c'est qui on a là, qui était mon étudiant à Montgeron. Il s'appelle Patrick Sommier. Il était le directeur de Bobigny. Il va vous raconter plein de choses. Et il a fait un livre extraordinaire que je vous recommande et que je vais offrir à la Théâtrothèque. Hein ? Voilà. Mais quand je t'écoute, effectivement, de tout ce dialogue que vous avez eu tous les deux, Attends, et je me souviens donc de plusieurs choses que tu as fait avec la bande d'extravertis narcissiques adolescents que nous étions dans ce lycée pilote, qui était effectivement un lycée absolument extraordinaire qui, comme beaucoup d'autres établissements, a été normalisé aujourd'hui, qui n'est plus du tout pilote, qui est un lycée... Bon, enfin bref, passons. Et quand je t'écoute dans le travail, dans ce que tu racontes de l'expression dramatique, je me rends compte que lorsque tu nous as dirigés, dans Tartuffe notamment, tu nous as pas du tout dirigés. C'est une sorte de sarabande. Tu nous as pris, tu nous as fait tourner, tu nous as fait faire des tas de choses. Je n'ai jamais entendu « mets-toi là, sors par là, rentre par là ». Adresse-toi à Orgon comme ça et pas autrement. C'était effectivement, quand je t'entends maintenant parler de cette expression dramatique, je me rends compte que c'est ce qui s'est passé, non seulement dans Tartuffe, qui a été c'était du théâtre au lycée, on était narcissique comme tout, moi je m'en veux encore, mais c'était formidable, c'était absolument formidable. Et je me souviens avec beaucoup plus d'émotion de ce que tu nous as fait travailler sur Henri Michaud. Et évidemment, le Caravelle, le Grand Combat, des textes extraordinaires que on est plusieurs, certainement tous, à avoir en tête depuis toute une vie. Mais c'est vrai que je suis épaté en t'entendant de cette manière absolument non directive que tu as eue, et il en est sorti un Molière, qui est un Tartuffe, qui est une pièce passionnante, qui était assez digne, je crois, dans mon souvenir. Je revois tous les gens qui ont participé à ça. Et c'est un mystère. Oui, tu étais certainement habité par le théâtre, mais pédagogue complètement. Ah, complètement. Je suis sidéré de ce que j'ai entendu. En tournant, c'est assez épatant. Voilà. Merci Gisèle. Vous vous rendez compte, mon plus vieil étudiant, 14 ans, qui a 74 ans maintenant et qui a écrit ce livre merveilleux, j'ai une fierté vraiment pas possible. Et en plus c'est un ami, c'est un grand ami, et c'est ça aussi dont je suis fière, d'arriver, parce que c'est très difficile d'être ami avec son prof, vous savez, extrêmement difficile. J'ai été l'ami de Jacques Scherrer,
mais je n'étais pas l'ami de Jacques Scherer. Il était le maître jusqu'à la fin. J'espère que ce n'est pas le cas de Patrick, parce que... Ça, c'est merveilleux d'arriver à être ami avec son ancien élève. Et j'en ai quelques-uns, je crois, dans cette salle où je peux dire que j'ai été leur prof, mais je suis leur ami. Et le prof, bon. Oui, bonsoir. Gisèle, tout d'abord, je veux vraiment te remercier pour ton brillant, ton splendeur, ta lucidité, ta capacité de lier, tisser des époques et des contenus sans perdre un seul fil. Et ça, c'est lié à ce que lui, il te demandait. La prise de pouvoir que tu as fait, c'était vraiment ton être joyeux, ton être ludique, ton être sage. Et il faut dire que l'une des choses qui m'a beaucoup frappée et enrichie, c'était quand elle a dit il y a le savoir, il y a les savoir-faire, mais il y a les savoir-être. Et c'est ça qu'on apprend avec toi. Et c'était très difficile dans les contextes, parce que je viens d'une faculté d'art, théâtre, danse au Venezuela, mais dans les contextes artistiques, c'est plus évident de le jouer avec toutes ces situations. Mais dans l'université de Montréal, où j'étais son élève, c'était beaucoup plus difficile. C'était pas évident, comme lui, il a insisté. Où aller? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce que c'est les contenus? Qu'est-ce que c'est la matière, la substance? Avec quoi on sort? Je me souviens qu'il y avait des gens qui s'étaient dérangés parce qu'ils pensaient qu'ils ne prenaient rien. Et Gisèle, à ce moment-là, c'est ce qu'elle faisait. Elle sortait tout un contenu méthodologique que je ne connaissais rien du tout. Alors tout le monde qui était en train de râler, c'est pas tout le monde, quelques-uns, elle le mettait à leur place, tranquillement, avec tout un discours pédagogique, formalisé, etc. Gisèle, c'est les jeux, c'est le ludique, c'est l'artistique, c'est l'inspiration que tu nous as donné, les savoir-être qui étaient, à cette époque pour moi, et encore liés à toute la philosophie bouddhiste et toute la philosophie d'Orient, peut-être aussi Dewey et tous ces maîtres, grands maîtres, mais pour moi, toi, à l'Université de Montréal et encore, tu continues à être un maître magnifique. Merci. Je dois dire que c'est mon amie Denise Morales, c'est mon amie, hein, même si elle était mon étudiante à l'Université de Montréal, où elle a fait sa maîtrise, hein, elle a fait quand même sa maîtrise, mais nous nous sommes connus au Venezuela, grâce à Victor Fuenmayor qui m'avait invité à Maracaibo. On est allé plusieurs fois. Et il se trouve que maintenant, elle est en France, elle est à Paris. C'est merveilleux. Elle fait des choses extraordinaires. La dernière que j'ai vue était absolument magnifique. Hein, son livre, avec sa danse, avec une feuille blanche. Elle était en noir. Elle était avec sa feuille blanche. Elle dansait avec la feuille blanche comme partenaire. C'était remarquable. Vraiment, Denise, bravo. C'est pareil, moi ça ne sera pas une question, mais je voulais poursuivre sur ce que vient de dire Denise et je suis très heureux. Denise? Oui, cette dame, cette présence avec nous qui a dit que tu avais une sagesse. Moi, pareil, j'ai eu quelques temps d'études avec toi et ce que j'en retire, c'est vraiment la conscience de l'ici et maintenant, chaque jour. Vraiment, là, maintenant, je suis un peu vieux par rapport à l'époque où on s'est connus, mais chaque jour, ça me sert. C'est un enseignement nécessaire, je crois même, sur la Terre, pour tout le monde, dans ces temps troubles, agités ou agressifs. Eh ben, c'est génial ce que toi, tu nous as appris sur l'ici et maintenant, d'écoute, du groupe, d'altérité, que l'autre peut être nous et nous l'autre,
de cette vibration de savoir l'ici et le maintenant, comme c'est au-delà du théâtre où oui, c'est le drama, le drame de la vie, le drame que la terre vit. Nos actions, elles sont toujours présentes vers un inconnu, mais c'est une grande sagesse de savoir que c'est dans ce groupe, c'est inévitable. Et ça aide à appréhender plein d'agressivité qu'on a dans le monde et tout. Au quotidien, même avec simplement ma boulangère qui est de mauvaise humeur ou quoi, j'en sais rien. Non, mais c'est énorme d'avoir appris ça grâce à toi. Enfin, moi, c'est ce que j'en ressors, cette sagesse. Alors oui, peut-être bouddhiste, comme disait cette participante. Voilà, je voulais juste témoigner de ça. C'était Pascal, que j'ai connu en 89, que j'ai pas vu pendant 30 ans et que j'ai reconnu en 5 secondes. J'étais heureuse de ça. Hein. Merci Pascal. D'autres questions? Marco. Bonjour Gisèle. Ça marche? Oui. Moi, je voudrais te poser des questions très simples concernant des personnes. Puisque là, il y a beaucoup d'étudiants de la licence professionnelle que tu connais très bien, que dont Bernard a été un des piliers, dont Jean-Pierre a été un des piliers, et qu'on essaye de continuer. Et moi, je leur parle beaucoup de Daniel Lemayeux, parce que je l'ai bien connu, mais par exemple Richard Monod, Pierre Volz, mais aussi Charles Antonetti, que tu as cité tout à l'heure, et qui est malheureusement une figure qui s'est un peu perdue dans le temps. Enfin, on n'en parle pas beaucoup maintenant. Moi, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils t'ont transmis, voilà. C'est Jacques Scherrer, on en parle beaucoup, on le connaît bien, mais voilà. Toutes les rencontres. Volz, et peut-être aussi un souvenir de Charles Antonetti. Oui, évidemment, il y a un monde entre ces gens-là. Pour Charles Antonetti, j'avais 15 ans, et j'ai pas pu faire son stage, mais j'ai fait des exercices devant lui. Et il m'en avait fait faire plusieurs, et c'est ça qui l'avait intéressé. Et c'est là que j'ai pensé que je pouvais faire du théâtre si Charles Antonetti me disait de venir faire un stage avec lui à Paris. Ça, c'est sûr que c'est ça. J'ai rencontré également Henri Cordreau, qui était dans la même, des instructeurs. Et malheureusement, je n'ai pas pu faire partie de la paix d'Aristophane qu'il a montée avec le groupe de l'AEAJ, où je faisais partie. J'ai joué Elmire de Tartuffe, toujours Tartuffe, et Andromaque également, d'Andromaque avec l'AEAJ. Et j'ai également appris, à 15 ans, j'ai découvert Henri Michaud, que j'ai fait découvrir ensuite. Là, oui, d'accord. Et donc c'était vraiment très important. J'ai participé à la conférence de Châtelet sur les surréalistes avec des poèmes de Raymond Queneau incroyables. Takaloa minami ra 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 takaloa takaloa. C'était du bon. Ensuite, ce sont des pédagogues, et dans les pédagogues, c'est sûr que Jacques Scherrer, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Pourquoi ? D'abord, il avait des petites fiches qui servaient de notes, et il déroulait ses fiches. Il était imperturbable derrière sa chaire. Il déroulait ses fiches, et pourtant il parlait. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'aisance, très bien, et qui demandait, là je parle du cours plus tard de maîtrise que j'ai fait avec lui, il demandait aux gens, et il enregistrait les réponses des personnes, ça leur donnait du poids. Et donc c'est un type qui écoutait également. Et je vous assure que à l'époque, c'était quand même
en 64 pour arriver à faire accepter à Jacques Scherrer un doctorat sur une expérience de pédagogie théâtrale au lycée pilote de Montgeron, ça n'a pas été facile. Eh bien, il a tout de même accepté. Donc c'était quelqu'un également de très ouvert, très moderne, en même temps le dernier des mandarins de la Sorbonne, et en même temps très moderne, et en même temps impressionnant. Il m'a toujours impressionné, même quand on était amis, que j'allais chez lui et tout ça. Je suis restée très amie avec Colette Scherrer, qui malheureusement n'est pas là, mais elle aurait dû être là. Je suis toujours très très amie avec elle. Et bon, alors, j'en ai pas rencontré beaucoup. Je pourrais vous raconter des histoires avec Raymond Lebègue, par exemple. Raymond Lebègue, c'est lui qui était directeur de l'Institut français et à l'origine de la création de l'Institut d'études théâtrales avec Jacques Scherrer. Il était un petit peu supérieur au niveau du statut. Et il avait l'air d'un clergyman. Il était très, très sérieux, comme ça, tout le temps. Et je me souviens qu'on avait l'Heptaméron de Marguerite de Navarre comme sujet. Il y avait là quelques nouvelles de Marguerite de Navarre qui étaient un peu lestes, je dois vous dire. Et moi, c'était en 57, j'attendais mon fils, j'étais assez grosse, comme on dit. C'était en juin, j'ai eu mon fils au mois d'août, vous voyez. Et c'est Raymond Lebègue qui m'interroge sur l'Heptaméron de Marguerite de Navarre. Je me disais, mon Dieu, ce monsieur est tellement sérieux. Jamais il riait. Il ne riait absolument jamais. Il avait des lunettes, il regardait comme ça, habillé en noir, sérieux, il ne bougeait pas. Et si vous saviez comment il m'a interrogé sur la nouvelle la plus leste de l'Heptaméron, vous n'en reviendriez pas. C'était incroyable. Comme quoi, parfois, les gens sont... Alors, c'est comme ça. On a des gens, on les voit, ils arrivent par l'arrière, à l'amphithéâtre Descartes, vous savez, ces messieurs arrivaient à l'arrière et repartaient à l'arrière. Il n'y avait pas de rapport avec les étudiants. Non, j'aurais jamais pensé que je pouvais avoir un rapport comme je l'ai eu avec Jacques Scherrer. J'ai pu avoir un rapport avec aucun des grands mandarins de l'époque de la Sorbonne. Ça, c'était avant la division en Paris. C'était comme ça. On prenait des notes, on arrivait par l'arrière, on partait, et eux, c'était les maîtres, ils étaient en haut, on pouvait rien. Il n'y avait aucun rapport possible. Une chance que ça a changé. Qu'est-ce que c'était? Tu as dû connaître ça, toi aussi. Ouf, un petit peu. Ouais. Je reste fasciné par ce que tu racontes de Jacques Scherrer, acceptant cette thèse dans l'institution de l'époque pour se considérer. C'est ça. C'était incroyable, Oui. C'était incroyable. Et je vous avoue que il m'a demandé, vous savez pas quoi, de lire les 50 premières pages d'une thèse, c'est-à-dire les 50 plus difficiles quand on fait une thèse, qu'on fait d'ailleurs souvent à la fin. Et moi, j'étais à Montréal, je faisais mon service à temps plein, avec des heures supplémentaires. J'arrivais de France, donc j'étais en train de m'intégrer, et je faisais ma thèse, et je devais faire 50 pages que j'ai envoyées à Jacques Scherrer. J'ai envoyé avec 3 pages de questions, mes 50 pages. Il m'a répondu, c'est très bien, continuez. C'était quelque chose. J'ai continué toute seule. Je lui ai envoyé tous les mois une partie de la thèse, et je faisais ça le soir en rentrant de l'université. J'arrêtais d'écrire manuscrit, évidemment, moi, le papier et le crayon noir. À minuit, Pierre prenait mon texte, écrit à la main, illisible, il le tapait à la machine, et le matin, je l'avais, je corrigeais, je le passais à la secrétaire, et c'est comme ça que ça s'est passé. Et 18 mois après, je présentais un magnifique jury que jamais j'oublierai, Jacques Scherrer, et il y avait
Maurice de Besse et Arbus-Bastide. Et j'ai eu une soutenance vraiment, vraiment magnifique, 69. Et voilà, 18 mois après mon entrée à l'université, j'étais docteur de l'université. Et ça a continué. 20 ans après, avec tout le travail que j'avais fait, j'ai pu présenter un doctorat d'État. Jean-Pierre en sait quelque chose, puisqu'il était dans mon jury. Et ça m'a servi ensuite à l'étranger. J'ai été invitée partout avec 2 titres. J'étais docteur d'État de la Sorbonne et prof titulaire de l'Université de Montréal. J'étais double. J'étais toujours entre les deux. Et c'est ça, pour ça que j'ai une double gratitude envers mes 2 universités. Mon université de formation et mon université de carrière. Et je ne peux pas choisir. Je suis obligée d'être entre les deux, avec les deux. Hein, et pourquoi choisir? Je n'ai pas besoin maintenant. Je n'ai plus besoin. Le théâtre est son double, c'est quoi? Mais moi, ça sera extrêmement rapide. Je vais vous demander quelque chose d'un peu intime. D'où tenez-vous votre formidable énergie? Voilà. La passion, une énergie, absolument une vitalité qui... enfin, moi, j'ai enseigné. Vous avez plus de vitalité. J'étais prof d'anglais. Hein. Plus de vitalité que les élèves que j'ai eus, y compris dans les classes terminales. Ah là là, la question difficile. Vous savez, je m'en doutais, la passion peut-être. L'être et le paraître, hein, c'est quelque chose. Hein. Alors, je parais. Et quand je parais, j'essaye de paraître de mon mieux. Et quand je suis dans les situations, je crois que je suis de mon mieux. Je crois, j'en sais rien. Mais je suis là, ça me fait rire, je parle. Vous avez vu comment je parle facilement. Bon, je ne me fatigue pas. Mais demain, je vais tomber. Épuisée. Les années sont là. Les années sont là. Je suis épuisée. Bon, enfin, ça ne se voit pas ce soir. C'est formidable. Hein. On a encore le temps de questions. Madame? Alors, ça va? Allez, faites monter le fameux olympique. À Gisèle. Ma chère Colette, c'est là que le Québec qui parle. Je peux pas trahir mon accent. Je suis vraiment québécoise et très fière de l'être. Mais c'est là que je t'ai connue. Et quand j'ai commencé, à la fin des années 70, début des années 80, à l'Université de Montréal, ben moi, je pensais que tu nous appartenais à nous, les Québécois. Tu vois, c'était ça. Je voyais bien que tu parlais avec l'accent français et tout ça, mais c'est égoïste de ma part, mais je pensais que c'était notre possession. Et je me suis rendu compte de ton rayonnement vraiment vite. Hein. Et je me suis glissée sur un rayon. Et ça m'a ouvert sur bien des choses dans le monde, vraiment. C'est grâce à toi si j'ai fait mes études de doctorat ici à Paris. Quand tu m'as dit ça, pour moi, c'était impensable, avec 4 enfants de 3, 7, 10 et 13 ans, avec un mari qui n'était pas du tout dans le milieu, puis avec le manque de confiance que j'avais en moi. Toi, tu m'as encouragée, tu as cru en moi. Et il y a eu avant Gisèle Barret et il y a eu après Gisèle Barret dans ma vie. Ça, c'est une réalité. Et je peux dire que vraiment, j'ai pour toi beaucoup d'amour, d'affection. Mais ce qui me reste, c'est ce que tu as dit aujourd'hui. Tu es la meilleure pédagogue et la plus grande pédagogue que j'ai connue dans ma vie. Tu resteras toujours un maître, Gisèle Barret. C'est ça la réalité. Et j'ai été bâtie grâce aux maîtres que j'ai rencontrés dans ma vie. Et si aujourd'hui, je suis aussi un maître, ben c'est grâce aux maîtres que j'ai connus. Voilà. Et je te remercie infiniment. Tu es une grande dame. Merci.
On ne peut pas terminer autrement. De l'autre côté de l'Atlantique et des deux côtés. Et moi, je voudrais vous dire... Oui. Non, non, je ne veux pas dire un mot de la fin, pas du tout, pas du tout. Non, c'est un mot après ma merveilleuse Colette, et son mari qui est à côté d'ailleurs, François, si merveilleux. Je voulais juste ne pas finir, justement, ne pas finir, hein, je ne veux pas finir, mais je veux parler de la théâtrothèque, je veux parler de Céline Hersan. Je veux parler de l'importance de ce lieu. Je veux parler de l'importance de l'association des amis de la théâtrothèque. Je vous invite tous à faire partie des amis de la théâtrothèque, y compris d'être mécène. C'est pas difficile d'être mécène de la théâtrothèque. Avec 300 € on est mécène. C'est vraiment donné, hein, comme je vous dis. Bon, et alors, pour l'encourager et pour la remercier, d'abord, je lui offre le livre de mon ami. Perdu dans le théâtre. Hein? Je donne le titre. Tu donnes le titre, Oui. Qui s'appelle Perdu dans le théâtre. Mon ami Patrick Sommier, évidemment, ici présent. Quel honneur, mon cher ami. Un grand homme de théâtre. Céline, là. Et pour accompagner le livre, un petit chèque pour les amis de la théâtrothèque pour faire des choses. Sans argent, on ne peut rien faire. Il n'y a rien à faire, je le redirai. Voilà, Céline. Merci, ma chère Gisèle. Voilà. Voilà. C'est pas un mot de la fin, c'est un mot du commencement plutôt. Hein? Hein, ça va commencer ou continuer plutôt. Hein? De continuer, c'est ça le bien. Hein? C'est bien. Voilà. Ça va commencer. Ouais, ah, très bien. Bien, merci beaucoup, Merci. Gisèle. Ça va commencer autour d'un verre. On vous invite, on vous convie dans le foyer du théâtre à nous rejoindre à l'étage pour célébrer avec nous la grande fête du théâtre éducation et notre amie Gisèle Barret.